l'œil de l'expert ce matin avec nous, c'est le docteur Réginald Allouche. Bonjour, merci d'être avec nous, docteur Allouche. Oui. Vous êtes médecin, vous êtes chercheur dans la prévention du diabète et du surpoids. On vous connaît bien, vous êtes venu déjà quelques fois ici. La nouvelle méthode anti-diabète, c'est paru chez Flammarion, mon programme complet pour modifier vos habitudes en 8 semaines. Comment limiter ou stopper les risques? Parce que votre livre ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont diabétiques, mais à tous ceux qui pourraient le devenir. Parce qu'on parle d'une véritable épidémie. Peut-être un point, alors votre livre, je le précise, est extrêmement ludique dans la maquette. Il y a énormément de petits encadrés, de petits conseils. Et vous parlez effectivement au début du diabète. Qu'est-ce que c'est? Comment le mesurer? Comment le prévenir? Et juste un mot quand même sur cette épidémie de diabète. On voit qu'il y a une augmentation assez importante de diabète. Tout à fait. En fait, cette maladie est totalement insidieuse. Elle n'a aucun symptôme. Et du coup, elle croît et elle évolue parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le monde s'est urbanisé. Les gens font de moins en moins d'exercices, bougent de moins en moins et mangent de plus en plus d'alimentation industrielle. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'organisme a du mal à métaboliser ce qui est mangé et ce qui n'est pas brûlé. Parce que quand on ne fait pas d'exercice, on ne brûle pas. Et les chiffres sont assez alarmants. Je vais vous donner quelques chiffres. Aux États-Unis, vous savez que le diabète, très rapidement, il y a plusieurs types de diabète. Il y a le diabète de type 1 qui touche 10% des diabétiques. En France, les diabétiques, c'est à peu près 4 millions de gens, donc 400 000 personnes sont diabétiques de type 1. C'est un diabète auto-immun, c'est-à-dire que c'est un enfant qui fait une infection, c'est toujours en général avant l'adolescence ou à l'adolescence, et c'est un enfant ou même un nourrisson qui fait une infection, qui va faire des anticorps contre son propre pancréas, détruire son pancréas, et là, le seul traitement, c'est de faire des injections tous les jours. C'est une maladie qui est difficile parce qu'il va y avoir la crise d'adolescence, il va y avoir une certaine forme de rejet. Mais ça on n'y peut rien, on n'y peut rien, c'est une maladie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une espérance de vie équivalente aux autres, parce qu'ils s'occupent d'eux, parce qu'ils ont appris à s'occuper d'eux tous les jours, il faut mesurer la glycémie, s'injecter. Le deuxième diabète, celui dont on parle là, c'est le diabète de type 2. En fait, ça porte le même nom, mais c'est pas la même maladie. C'est une maladie d'abord, il y a des facteurs génétiques. Si on a 1 ou 2 parents qui ont été diabétiques de type 2, on a beaucoup plus de risques, quasiment entre 25 et 50% d'être diabétiques. Et c'est aussi des habitudes alimentaires qui ne sont pas adaptées, et surtout, j'insiste, la sédentarité. Ça c'est ce qui vraiment revient dans votre livre. Exactement. Vous savez, ce matin, il y avait un article dans le Figaro il y avait un exemple d'un homme qui a un cancer du pancréas et qu'on soigne à l'Institut Curie avec du sport. C'est-à-dire qu'on lui fait faire de l'activité physique donc le lien entre pancréas et activité physique est évident. Et très très fort. Petite anecdote, et après je terminerai sur les chiffres du diabète. Il y a le centre d'études sur le diabète de Strasbourg qui en novembre 2020 a publié une étude. Au début, franchement, j'étais très étonné, je pensais que c'était une fake news. Ils ont prouvé, et ils l'ont d'ailleurs publié dans Nature, c'est la publication mondiale de référence, que notre triceps ici brûle exclusivement du sucre. Donc il faut faire des exercices, des pompes. Il faut nager, il faut boxer, il faut faire ce qu'on appelle des dips. Parce que ce muscle, on l'utilise très peu. Mais comment ils sont arrivés à ça? Écoutez, ils ont fait des études qui sont extrêmement sérieuses. Donc faites marcher votre triceps, ça va beaucoup aider pour vous brûler votre sucre. Et donc pour terminer sur l'épidémie de diabète, donc aux États-Unis, il y a 87 millions de prédiabétiques, parce qu'avant le diabète, il y a le prédiabète. Alors c'est quoi le prédiabète? Pour expliquer, parce que comment on définit le diabète? On définit le diabète par la mesure de la glycémie. Glyc, glucose, sucre, émi, hématie, sang. Donc c'est le taux de sucre dans le sang. Voilà. Et donc à jeun, on doit mesurer sa glycémie, qui doit être égale comprise quand elle est normale entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre. 1,05. Au-dessus de 1,26 g par litre, vérifiez 2 fois, vous êtes diabétique de type 2 et c'est rarement réversible, sauf au tout début. Et entre les deux, il y a une zone très importante auquel s'adresse aussi beaucoup le livre, ce sont les prédiabétiques. Les prédiabétiques sont des gens qui ont une glycémie, c'est une zone grise, où vous avez entre 1,06 et 1,25. Et là, aucun symptôme. Parfois, on s'endort un peu dans les réunions l'après-midi, on est un peu irritable, et ainsi de suite.
Et là, c'est à ce moment-là où il faut agir. Pourquoi? C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, parce que il faut agir. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut rendre réversible la maladie et on peut la détourner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un diabète, ça met entre 5 et 15 ans à se constituer. Donc on a 5 à 15 ans. Donc n'attendez pas. S'il y a un message que je dois donner aux gens en termes de prévention, parce que c'est la prévention, c'est la clé, c'est n'attendez pas d'avoir un diabète, agissez avant, vous pouvez agir avant, allez voir votre médecin qui est le seul, qui est votre ami et qui est le seul juge de votre santé, et dites-lui, j'ai 1,10 g, mais je veux faire quelque chose. Ne laissez pas les choses dans l'état. Il faut faire une analyse de sang pour savoir. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. La question, c'est que ça vient aussi de l'alimentation. Est-ce qu'on peut, parce que vous dites dans le livre, il suffit de perdre 10% de son poids pour réduire les risques de diabète. Est-ce que le diabète va forcément avec le surpoids? Ou est-ce qu'on peut avoir des gens bien souvent. Pour une raison, alors c'est un petit peu complexe, mais on va essayer de l'expliquer à nos auditeurs. En fait, le problème, c'est que celui qui fait l'insuline, c'est l'hormone qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Vous comprenez bien qu'il est simple, vous avalez du sucre, le sucre va dans l'estomac, dans l'intestin, il passe dans le sang. S'il reste dans le sang et qu'il n'y a pas quelque chose pour le faire entrer dans les cellules qui bordent les artères, ben vous êtes en hyperglycémie. À ce moment-là, le pancréas fait une hormone qui s'appelle l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Très bien. Mais le sucre en trop, qui n'a pas été utilisé par votre activité physique, il est stocké sous forme de gras. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est qu'en fait, on stocke le sucre bien souvent sous forme de gras. Et celui qui régule la glycémie, c'est le foie. D'accord? Et souvent, quand on a un surpoids, on a aussi un début de foie gras. C'est-à-dire que le foie garde un peu cette graisse, ces sucres sous forme de gras, dans sa propre structure. Et dès qu'il a un peu de gras, ben ça le gêne. Ça l'empêche de faire la régulation de la glycémie. Et par exemple, j'ai un message à donner à tous ceux qui ont une glycémie à jeun le matin supérieure à 1,05, qui ont 1,10 g, d'accord? Il ne se passe rien. Et on leur dit, ben, faites un peu attention au sucre. C'est dès que c'est comme ça. Pourquoi le matin? Parce que le matin, le foie prépare la journée, il vous envoie du sucre pour préparer la journée, et à ce moment-là, le pancréas fait l'insuline et il est devenu insulino-résistant. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'il faut agir, parce qu'on a tout le temps pour agir. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y avait autant de diabétiques avant? Enfin, on voit les États-Unis, le mode d'alimentation est en cause. Non, il n'y avait pas autant de diabétiques avant. Aujourd'hui, c'est une vraie maladie de civilisation. Et malheureusement, elle n'a pas de symptômes. Et malheureusement, elle a des complications qui sont funestes. Je rappelle que le diabète de type 2, la complication, ça rend aveugle. Il y a les amputations traumatiques, il y a l'insuffisance rénale, la neuropathie, les troubles de l'érection, le fait que... Vous liez aussi à Alzheimer? Alors, on a 2 fois plus de risques d'avoir une maladie neurodégénérative de type Parkinson ou Alzheimer. D'ailleurs, on a vu des similitudes d'ailleurs dans ces maladies neurodégénératives avec les problèmes de gestion de l'insuline par le cerveau. Donc il y a vraiment un tissu de présomption, un faisceau de présomption qui fait que s'il y a un seul message que vous devez retenir aujourd'hui, c'est si vous êtes prédiabétique, faites tout pour redevenir normal. Et quand je dis normal, ça n'a aucune valeur symbolique. Un prédiabétique est quelqu'un de normal. Avoir des normes. Revenez dans les normes, parce que votre organisme vous envoie des signaux, écoutez-les. Et comme là, il ne vous les envoie pas très très bien, si vous avez une prise de sang, vous faites une glycémie à jeun, que vous pouvez répéter si vous avez un doute à 15 jours d'intervalle. Et puis, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. En fait, qui est une mesure en pourcentage, qui vous donne la moyenne de toutes vos glycémies sur 3 mois. Voilà. Donc, si vous avez ça, alors la glyquée... Et la glyquée, il faut être en dessous de 6. Être inférieure à 5,7%. Entre 5,7 à 6,4, c'est le prédiabète. Au-dessus de 6,4%, c'est le diabète de type 2. Quand on peut avoir une glycémie normale et une glyquée anormale. Et une glyquée anormale. Et on peut avoir une glyquée normale et une glycémie à jeun anormale. Voilà. Et le cholestérol dans tout ça, parce que vous avez expliqué le lien. Donc si on a un cholestérol très haut et une glycémie normale... Alors le cholestérol, c'est un peu plus compliqué. Parce que le cholestérol est absolument indispensable à notre organisme, parce que c'est à partir du cholestérol nous faisons toutes les hormones et les hormones sexuelles particulièrement. C'est aussi un des carburants du cerveau. Mais en fait, le cholestérol, vous savez, on parle du mauvais et du bon. Et là, il faut tordre le cou à cette réputation. Le bon et le mauvais, c'est pas le bon et le mauvais, c'est les transporteurs.
Oui. Le HDL, c'est celui qui va chercher le cholestérol pour aller le refaire, le métaboliser dans le foie. Le LDL, c'est celui qui l'envoie à l'extérieur. Et là, c'est très simple à comprendre. Si vous avez plus d'envoi à l'extérieur que de retour dans le foie, eh ben ça reste à l'extérieur. Si vous avez une usine qui livre plus et qui n'a pas de bouteilles, vous savez, avant il y avait la consigne des bouteilles, eh ben qu'est-ce que c'est que le HDL? C'est celui qui va chercher les consignes. Eh ben sinon, les vieilles bouteilles resteront où? Dans les artères. Dans les artères. On a une auditrice qui nous dit, avec vous, docteur, tout est très clair. Effectivement, le livre est assez clair aussi. Il y a des tests, il y a un programme à suivre. Il y a un petit test, oui, parce qu'on a basé sur une étude qui est assez ancienne, qui est une étude qui a été publiée par les Finlandais et qui vous disent en quelques questions si vous avez des risques d'être prédiabétique ou diabétique. Absolument. Faites-le ce test parce que puis ce livre, en fait, si vous voulez, moi je l'ai fait pour qu'on puisse le feuilleter, le poser, le refeuilleter. Oui, puis il y a beaucoup de choses où vous revenez, parce que vous il est illusoire de lire un livre comme ça, de A à Z. Non, mais c'est pour ça qu'il y a deux parties. Il y a l'explication de ce qu'est le diabète, la façon dont ça fonctionne, et puis après cette phase avec avec la phase que vous proposez sur 8 semaines, et puis avec des récapitulatifs qui vont peut-être finir par rentrer dans la tête. Alors il y a des choses, consommer des légumes d'au moins 3 couleurs à chaque repas. Oui. Pourquoi 3 couleurs? Parce que dans les 3 couleurs, vous allez avoir, d'abord, vous allez éviter l'ennui. Parce que le vert, à la fin, brocoli, haricots verts, voilà, on en a marre. Et ça permet aussi de varier à la fois les vitamines et les minéraux qui sont apportés par les légumes. Question aussi, je voulais poser aux antennes, préférez le pain tradition au pain complet? Alors que moi, j'ai toujours entendu l'inverse en me disant, quand on fait un régime ou quand on fait attention à sa santé, il vaut mieux manger des céréales complètes. Alors, pourquoi? Parce que le pain tradition, la baguette tradition, elle est réglementée en France. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre d'additifs et vous ne pouvez pas rajouter de gluten, et elle est fermentée avec du levain. Alors que les autres pains peuvent être fermentés avec de la levure industrielle. Et surtout le pain complet. Donc la tradition, elle a un index glycémique très bas, c'est-à-dire qu'elle a un impact sur l'augmentation de la glycémie bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut en consommer. On peut manger un petit peu le matin. Pain. Vous donnez le conseil de manger le matin. Parce que le matin, tout ce qui est mangé le matin est brûlé, tout ce qui est mangé le soir est stocké. Surtout pour les Parisiens et les gens qui vivent en métropole, dans les grandes métropoles françaises, ils mangent tard, ils se couchent dessus. Et donc, il n'y a pas de miracle. Et puis, le pain complet, parce que souvent, comme c'est de la farine complète, il y a les coques et il y a donc plus de gluten. Vous savez qu'en France, en fait, on a beaucoup parlé du gluten. Le problème, c'est qu'en boulangerie et en pâtisserie et en viennoiserie, on rajoute beaucoup de gluten pour rendre la pâte beaucoup plus plastique et elle peut être surgelée. Vous avez remarqué que nos amis boulangers qui ont fait beaucoup de travail, mais ils ne se lèvent plus à 3h du matin quand même pour certains, parce qu'il y a des pâtons qu'on peut décongeler. On n'est pas obligé de faire la pâte. Mais en ce qui concerne, parce que j'ai été il y a des recettes évidemment, aussi à la fin du livre qui vous donne des exemples. On peut parler des sardines plutôt que le thon. Ça, c'est alors le thon, pour moi c'est un drame parce que je suis un gros mangeur, j'étais un gros mangeur de thon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le thon est interdit aux femmes enceintes dans les pays scandinaves. Il y a trop de mercure, trop de cadmium, trop de métaux lourds. Pourquoi? Parce que les gros poissons mangent les petits. Donc, dans la chaîne alimentaire, mangez plutôt les petits. Mangez les sardines, les maquereaux, des sols, pourquoi pas, parce qu'elles pèsent les sols, vous savez. Mais le saumon non plus, vous dites. Alors le saumon, il y a 2 problèmes pour le saumon, c'est qu'il est d'élevage. Il est très très intensif en Norvège, moins un peu en Écosse. Donc il faut choisir son saumon et donc moi le saumon fumé, le problème aussi c'est la fumaison qui est souvent une fumaison industrielle. Donc la dinde de saumon, allez-y. Mais le saumon fumé, attention. De temps en temps. Vous donnez très important aussi le tableau, la table des index glycémiques, où parfois on peut avoir des surprises, c'est-à-dire que tout ce qui est féculent, enfin les légumineuses, les lentilles vertes, les pois cassés, tout cela c'est très peu. C'est très peu. Il y a un index glycémique bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait il y a 2 facteurs. D'abord, c'est très riche en fibres, beaucoup plus que les féculents. Et deuxièmement, il faut savoir que dans les amidons, on ne va pas le développer ici, mais je propose à nos auditeurs d'aller chercher, d'aller fouiller. C'est que dans l'amidon, il y a l'amylose et l'amylopectine.
L'amylose, c'est en cercle un petit peu, en ellipse. Et donc, quand vous devez absorber, qu'est-ce que c'est l'amidon? C'est des chaînes de millions de sucres attachés. Ouais. Il y en a une qui est en structure d'hélice, et donc c'est difficile à les découper. Et il y en a une en structure ramifiée, comme un arbre, comme un cerisier, qui est l'amylopectine. Et c'est très facile à absorber. Et donc, ce qui explique pourquoi les légumineuses qui sont plus riches en amylose qu'en amylopectine, par rapport aux féculents qui sont plus riches en amylopectine qu'en amylose. Voilà, la championne de l'amylopectine, c'est la pomme de terre. Ouais, voilà. D'accord. Et donc la pomme de terre, c'est un bon féculent quand on fait pas attention, parce que l'idée aussi, c'est pas que les gens soient au régime tout le temps, parce que c'est infaisable. Non, c'est infaisable. C'est d'apprendre. Ouais. C'est pourquoi ces 8 semaines, c'est de se rendre compte de ce qu'on mange en fait, des quantités de produits qu'on avale, et surtout mettre un peu votre organisme au repos. Et après, on réintroduit les féculents, on réintroduit les légumineuses d'abord, et toujours, je recommande de choisir les légumineuses plutôt que les féculents. Ouais. Hein, on n'est plus dans un monde où, vous savez, beaucoup de standards alimentaires qu'on vous ressasse sont faits sur l'alimentation des Français dans les années 60. Le Français des années 2020 n'a rien à voir avec le Français des années 60. Et je pense qu'il faut vraiment revoir nos valeurs nutritionnelles et nos références nutritionnelles. Dernière question, l'avancée sur les traitements du diabète. Ah oui, ça a vraiment... Et c'est pour ça que j'ai fait la nouvelle méthode. Parce qu'en fait, il y a toute une partie sur tous les nouveaux traitements. Aujourd'hui, vous avez des traitements qu'on appelle les agonistes du GLP-1, je suis désolé, ça s'appelle comme ça, ou les inhibiteurs du SGLT2, qui sont des médicaments qui ont changé la vie des diabétiques. Le seul problème, c'est que certains, parfois, ont des intolérances à ces médicaments. Il faut vérifier ça. Mais il y a eu des progrès, des progrès immenses. Considérables. Considérables. Parlez-en avec votre médecin, parce que lui sait, et vraiment... attaquer votre diabète, ne le laissez pas entrer. La première des choses à faire est d'aller faire une prise de sang pour, de toute façon régulièrement, pour voir où on en est. Une fois par an. Voilà. Et dernier message aussi, pour les femmes enceintes qui ont fait un diabète de grossesse, un diabète gestationnel, il faut savoir qu'elles ont un risque dans les 10 ans supérieur à la moyenne de faire un diabète de type 2. Donc quand on a eu un diabète gestationnel, il est bon de faire tous les ans une glycémie à jeun et une hémoglobine glyquée. Eh ben, vous avez passionné nos auditeurs. Si vous voulez retrouver tous les conseils du docteur Réginald Dalouche, c'est dans la méthode anti-diabète. Ça vient de paraître chez Flammarion, extrêmement concret, pratique, avec des menus, des tableaux. Et puis, oui, c'est assez encourageant parce que vous cochez. Est-ce que j'ai fait 6000 pas, 6 et 10 000 pas, et l'activité physique, c'est ce qu'on retient. L'activité physique. Merci beaucoup, docteur Alouche. Et nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.